Bienvenue donc à tous pour ce webinaire sur l'éco-responsabilité au cabinet dentaire. Éco-responsabilité, un mot qu'on ne connaissait pas il y a quelques années et que maintenant on commence à voir un peu partout et c'est plutôt bien. Et c'est vrai que dans notre exercice de chirurgien dentiste au quotidien, c'est quelque chose qui est important, qui prend de plus en plus d'importance. Voilà, donc ce webinaire est le premier sur cette thématique et il est proposé en partenariat avec Déclic écologique, représenté par Annabelle Monsimer Thibaudot et Tristan Duhamel, que nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà rencontré l'année dernière et avec qui nous avons souhaité collaborer. Ils nous avaient intéressé beaucoup. Ils vont se présenter eux-mêmes. Et je les remercie par avance pour leur participation et l'animation pour cette soirée. Alors, c'est la première pierre proposée par l'URPS selon les envies des uns et des autres et le retentissement. On pourra aller plus loin pour travailler sur cette thématique tous ensemble. Donc, merci aux chirurgiens dentistes qui ont bien voulu prendre un peu de leur soirée pour travailler sur ce sujet. Et puis, il y a aussi des assistantes dentaires auxquelles, évidemment, je souhaite la bienvenue. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous pour votre confiance et on va donc vous proposer avec Annabelle cette conférence sur l'éco-responsabilité au cabinet dentaire. Euh, nous faisons partie de Déclic écologique et le principe de Déclic écologique, eh ben non, c'est pas tout de suite, c'est pour après. Et donc, je suis pour ma part Tristan Duhamel, fondateur de Déclic écologique. J'ai créé Déclic écologique en 2018 pour accompagner les structures dans la transition écologique. Je suis expert numérique responsable, très intéressé par l'économie circulaire, le zéro déchet, zéro gaspillage en entreprise, et nous allons en parler. Et puis en 2020, teasing, eh bien je Et donc, passe la parole à Annabelle. moi, je m'appelle Annabelle, je suis infirmière de formation initiale. Je suis aujourd'hui coordinatrice de deux maisons de santé en Maine-et-Loire et consultante donc, en transition écologique pour le secteur de la santé. Et en 2020, je suis venue toquer à la porte de Tristan en lui disant, bah, moi, je suis infirmière libérale, je suis coordinatrice de maison de santé et j'aimerais vraiment qu'on travaille ces sujets-là. Et donc, on s'est attelés à la tâche tous les deux. Et on a monté différents programmes d'accompagnement entre 2020 et 2022 et on exerce depuis tous les deux à accompagner des structures, donc maisons de santé, CPTS, URPS ou services hospitaliers. Absolument. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de sensibiliser les personnes afin de les mobiliser et de les mobiliser à trouver ensemble des solutions écologiques. Et nous faisons ça à travers des méthodes collaboratives de façon à arriver à un plan d'action concret pour les structures que nous accompagnons. Et vous voyez ci-dessous un type de plan d'action sous forme de diagramme de Gantt que nous aimons bien pratiquer. Alors, le programme de ce soir, on va vous parler de quelques sujets, comme vous pouvez le voir. On va parler santé environnementale, gaz à effet de serre du secteur médical, on va parler des 5 R, du numérique et du matériel dentaire, des dispositifs médicaux et du papier, et on finira par l'éco-conception des soins. Il y aura quelques questions au fil de la conférence. Vous pourrez répondre dans le chat, ça sera peut-être plus simple parce qu'on est un petit peu nombreux. Vous verrez ce petit cochon tirelire qui représente les solutions plutôt économiques. Certaines le sont. Et comme on disait en début, il y aura un temps d'échange à la fin. Par contre, on vous invite à poser vos questions dans le chat au fil de la conférence parce que sinon, on les oublie vite, les questions. Donc, vous pouvez les noter et puis on les concentrera sur la fin de la conférence. Et puis, le support sera fourni aussi en fin de conférence. Donc, vous pouvez écouter sans prendre de notes si vous le souhaitez. Tout cela vous sera donné à la fin.
Donc, on va démarrer par la notion de santé environnementale qui nous semble être un peu le socle du sujet. Donc, la santé environnementale, c'est l'idée que on se fait maintenant de la santé un concept qu'on appelle One Health, qui veut dire qu'aujourd'hui, la santé, on ne la considère plus uniquement autour de l'homme, mais qu'elle est au croisement de la santé de l'environnement, de la santé animale et la santé humaine. Et que notre santé à nous, humains, bah, elle dépend aussi du bon état de notre environnement, elle dépend aussi de la santé animale. Et on a pu voir aux périodes du Covid que cette santé animale bah, venait impacter la santé humaine. Et ce concept de One Health, il met en valeur l'intérêt de prendre soin de l'environnement. Et c'était une approche qui est intéressante pour avoir une approche bien plus holistique que la santé humaine toute seule. Et vous avez à gauche la définition de l'OMS qui prend effectivement en compte cette définition bien connue avec tous les déterminants, facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux, esthétiques de notre environnement. Donc ça, c'est sa définition à l'OMS de la santé environnementale et du concept de One Health. Dans la santé humaine, on aime à parler des déterminants de santé. Et je vous invite à vous pencher sur le petit schéma des deux petits personnages du haut. On se rend compte que les déterminants de santé, ce qui va influer notre santé, bah, on a 20% de notre génétique pour laquelle bah, on n'est pas très, on peut pas faire grand-chose, on va dire, à notre échelle, on n'a pas la main. Ensuite, on a 20% des soins qui vont impacter la santé, qui vont être déterminants dans la santé humaine, ce qui est finalement très peu puisque pour 60%, la santé va être impactée par des facteurs sociaux, environnementaux et comportementaux. Et cette vision nous ramène un peu, nous soignants, à être un peu humble et finalement on se rend compte que bah, on impacte, mais pas tant qu'on peut le penser parfois. On reprend dans le schéma du dessous, donc dans le cercle jaune, vous voyez, bon là on reprend les facteurs génétiques, donc l'âge, le sexe, voilà tout ce qu'on a à la naissance. Et puis dans le cercle au-dessus, le cercle marron, bah, les modes de vie individuels qui eux bien sûr vont impacter notre santé. Donc ça c'est bah, qu'est-ce qu'on mange au quotidien, est-ce qu'on boit, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on fait du sport, est-ce qu'on se soigne, est-ce qu'on se soigne pas. Le cercle rose, lui, qui va aussi impacter la santé, ça va être les relations sociales. Quelles relations on entretient avec notre environnement? Est-ce qu'on a des bonnes relations? Est-ce qu'on est un humain au milieu d'une communauté ou est-ce qu'on est isolé? Et puis autour, toutes les conditions finalement environnementales, l'environnement du travail. Est-ce qu'on a pu aller à l'école? On peut bénéficier d'une alimentation saine ou pas? Est-ce qu'on est exposé dans notre logement, dans notre environnement à des polluants ou pas? Est-ce qu'on a un logement salubre ou non? Et est-ce qu'on a bien sûr quand même accès aux services de santé? Donc, ces déterminants de santé, ils sont importants à prendre en compte pour à la fois comprendre que, bah, effectivement, il y a des choses qui sont impactées par les soins, mais il y a aussi des facteurs qui font appel à tout notre environnement vraiment au sens large et à l'importance d'en prendre soin. Et puis, la santé environnementale, pourquoi finalement les professionnels de santé, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Brachet, on entend de plus en plus parler de ces thématiques. Eh bien, les soignants, on est quand même des ambassadeurs de la santé. On se mobilise pour la prévention, on dispense des soins, on fait du conseil en santé. Donc ça, c'est notre mission de soignants. La prévention, on a voulu l'illustrer avec cette petite fille, bien sûr, et le brossage de dents. Et puis un petit clin d'œil pour préparer la suite sur du matériel un petit peu éco-responsable. Donc une brossette avec un manche à usage réutilisable, avec des brossettes qui se changent. Et puis une brosse à dents avec des têtes interchangeables où on garde le manche très très longtemps par expérience, c'est inusable. Donc les professionnels, ils sont ambassadeurs de la santé, mais si tu veux passer à la slide suivante, Tristan, ils contribuent aussi malheureusement à la dégradation de l'environnement. Alors pour un cabinet dentaire comme pour un cabinet médical ou autre, on va forcément être impactant dans nos activités de soins. Donc déjà, de par le bâtiment, notre bâtiment, il va être consommateur d'énergie, il va être consommateur d'eau. Alors selon effectivement les performances énergétiques, l'isolation du bâtiment va être plus ou moins impactant. Au cabinet dentaire, on va retrouver du numérique. Le numérique, on en reparlera, va aussi être impactant, du matériel, beaucoup de matériel, du mobilier technique, on va dire. Et puis ensuite, on va trouver tous les dispositifs médicaux, le matériel vraiment proprement parlé médical, les médicaments,
les déchets de soins, les dasseries. Donc tout ça aussi vont impacter l'environnement. On va trouver aussi des désinfectants, du matériel pour faire du liquide pour faire de la stérilisation, donc des produits avec un impact chimique sur l'eau, le sol. Et puis enfin, il faut que les patients puissent venir au cabinet, donc il va y avoir un impact en termes de mobilité, à la fois pour les déplacements des patients, et là plutôt et les déplacements éventuels des professionnels pour rejoindre leur lieu de travail. Donc on le voit, le cabinet dentaire, il va être au centre aussi d'un certain nombre d'activités qui vont contribuer aussi à dégrader l'environnement. Passons au tri, puisque bien évidemment le tri fait partie de la profession. Il s'agit de bien trier pour éviter les erreurs de tri, y compris les déchets spécifiques, comme on le voit sur une photo ici prise chez un de vos confrères. Il faut trier au maximum et réduire au maximum les dasseries. Donc on va également trier dans le jaune quand c'est possible ce qui peut y aller. On va trier le bac de papier, le papier dans le bac qui concerne les structures importantes, puisque c'est plus de 20 salariés, de façon à réduire au maximum le tout venant que l'on a ici. C'est bien sûr trier correctement les dasseries et les médicaments via Cyclamed. On va parler de santé environnementale et de pollution de l'air intérieur, en commençant par les composés organiques volatiles, qu'on appelle également les COV ou les COV. Eh bien, on retrouve ça énormément dans tout ce qui est mobilier, dans tout ce qui est revêtement de sol, y compris les parquets stratifiés, par exemple. On trouve ça dans les peintures, dans toutes sortes de peintures et de lasures que l'on peut appliquer. Et puis, ici, vous avez le sol du service pédopsychiatrique de Debré, l'hôpital Debré à Paris, que nous accompagnons. Et on peut voir que jusque dans leur sol, eh bien, il y a des revêtements vinyliques ou en PVC qui ont des fortes émanations de COV. Donc, on sait très bien que très souvent dans le médical, c'est utilisé, mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas plus possible de le faire et que donc les choses doivent changer, y compris par du carrelage, par exemple. La pollution de l'air au cabinet dentaire, c'est aussi des sources de pollution multiples et de nature diverse. Ça peut être des particules d'aérosol contaminées issues de l'activité de soins, c'est-à-dire des poussières de taille, de dépose, de polissage, etc. Des produits de désinfection et de stérilisation, des dispositifs médicaux. Donc là-dessus, les premières recommandations, c'est de privilégier la ventilation naturelle et l'optimisation de la VMC quand il y en a une. Si on zoome un peu plus sur les produits d'entretien, peut-être que vous connaissez les produits Agnos, eh bien ceux-là sont efficaces, ça on peut le dire, mais ils présentent un risque pour l'environnement et on peut voir que les différents logos pictos qu'on retrouve sur ces polluants, eh bien ici c'est dangereux, nocif et irritant, celui-ci polluant pour l'environnement et puis produit dangereux pour la santé, comburant, c'est-à-dire inflammable, corrosif, ici même, ou encore toxique. Donc, il n'y a pas non plus de recette miracle et les produits, par exemple, de stérilisation sont encore peu diversifiés. Cependant, on vous propose la gamme bio par Omnium. C'est eux qui parlent de ce produit en disant que c'est un produit bio. Alors, ça reste approuvé. En tout cas, c'est un produit qui est un désinfectant respectueux de l'environnement à base d'oxygène actif pour le nettoyage et la désinfection des instruments. On ne l'a pas testé, mais si cela vous intéresse, eh bien, vous avez ici le site internet pour le commander et peut-être faire un retour. Et si quelqu'un a un retour à faire dessus, on sera ravi de l'apprendre à la fin. Donc, comment améliorer la qualité de l'air au cabinet? On l'a dit, c'est une aération fréquente. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid. Eh bien, il ne faut pas hésiter à le faire régulièrement. C'est de regarder bien quels sont les composants des produits. Et pour ça, eh bien, on peut également regarder les logos qui sont favorables. On a EcoCert, par exemple, ici, qui propose 80%
d'origine naturelle et 10% d'origine bio, le l'écolabel européen qui est très bien, tout comme les 3 autres, le Blue Angel allemand, le NF Environnement ou alors le Nordic Swain. Et nous pouvons vous proposer ProSense, une gamme écolabellisée, et ce sont des produits d'entretien, mais qui sont éco-certes et disponibles en Pays de Loire. Et Sanisaire propose également des produits intéressants. Donc, pour résumer, on se protège avec le masque, on aère régulièrement et on privilégie la ventilation. Alors, la pollution de l'air, comme disait Tristan, donc par les COV et toutes les émanations de produits chimiques, on a une première petite question à vous poser. À votre avis, en France, quel est le coût de la pollution de l'air en euros, intérieur et extérieur? On ne parle pas que de la pollution des maisons et des cabinets, on parle de la pollution de l'air en général. Et vous pouvez répondre via le chat. Est-ce que vous avez une petite idée? Ce n'est pas une question très facile, hein. On reconnaît que pour une Mais, première, c'est peut-être pas la plus simple. mais à la louche, n'hésitez pas à mettre 50 comme ça. milliards. Alors, 50 milliards. Est-ce qu'on en a d'autres qui se lancent? Allez, on ne peut pas avoir qu'une réponse quand même. Vous êtes nombreux. Même si ce n'est pas évident Non, forcément c'est pas comme facile. réponse. Hmm. N'hésitez pas à faire comme ceci, parce On qu'il a y 10 aura quelques milliards. questions qu'on va vous poser dans le chat. Ah, on descend. Aucune idée. Ouais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas toute seule, Charlotte. Il y en a plusieurs qui n'ont aucune idée. Eh bien, il s'agit Eh bien, c'était, ouais, il y avait quelques réponses qui n'étaient pas si loin. En fait, le coût de la pollution de l'air en France, il est énorme. C'est 100 milliards. On estime que c'est 100 milliards par an, avec une large part liée aux coûts de santé. Alors, comment on peut expliquer ces coûts-là? En fait, c'est que, il y a des coûts sanitaires, donc des frais de santé liés aux maladies induites par les pollutions, de l'hospitalisation, bien sûr, des gens qui sont en arrêt de travail, donc de la pension, d'indemnité journalière, de l'absentéisme aussi, et de la perte de productivité. Et puis, il y a les coûts non sanitaires, donc qui sont bien sûr estimés, hein, c'est assez difficile forcément à chiffrer, comme la perte de la biodiversité, la dégradation des bâtiments, hein, qui est générée quand même par la pollution dans les villes, toutes les commissions d'enquête qui sont menées pour l'estimer, et puis les amendes européennes, heureusement, qui viennent inciter à réduire les pollutions de l'air. Donc, dans les pollutions de l'air, il y a aussi tout ce qui est particules fines, bien sûr, et pollution chimique. Voilà. Donc, c'est un chiffre assez important. On va rester un peu dans les chiffres, mais pour plus tard. Donc, on voulait revenir sur la notion de changement climatique, même si c'est une notion maintenant qui est bien connue du grand public. Peut-être juste quand même pour redire qu'est-ce que c'est le changement climatique finalement et le réchauffement. Donc, le réchauffement, il vient du fait que les rayons du soleil se retrouvent prisonniers finalement à cause des gaz à effet de serre. Alors, on parle toujours du carbone, mais effectivement, il y a plusieurs gaz à effet de serre. On se sert du carbone comme unité de mesure, hein, on dit équivalent carbone. Mais il y a d'autres gaz qui sont aussi très réchauffants pour l'atmosphère. Et donc cet effet de serre qui vient emprisonner finalement les rayons du soleil et les maintenir autour de la Terre fait que le climat se réchauffe de manière générale et que ça, c'est pas du tout bon pour nous et c'est pas bon pour grand monde d'ailleurs. Donc une deuxième question. À votre avis, quel est le pourcentage finalement du secteur médical dans l'empreinte carbone de la France? Ça, c'est un peu moins difficile quand même, peut-être. Donc, sur l'empreinte carbone de la France, à votre avis, la santé, elle représente quelle part dans cette empreinte en pourcentage de notre empreinte nationale? moins difficile, je ne sais pas. Ouais, c'est pas sûr en Que vrai que tu ce dis? soit. Alors, on a 8%, on a 2%, 10, 10. Tu vois, c'est moins difficile parce qu'ils trouvent. Non, c'est un chiffre qui est un petit peu entendu. Donc, c'est 8% le chiffre estimé de la part du secteur de la santé dans l'empreinte carbone nationale, ce qui est une part assez importante quand même, hein, ça représente quand même une certaine importance. On vous a mis par comparaison la part, par exemple, des transports, qui est estimée à 14%, à l'élevage, qui est autour de 14% aussi, 14,5%, et le numérique, qui est autour de 4%.
Alors, pour précision, ces 3 chiffres sont à l'échelle mondiale, mais ça, c'est une partie représentative de ce qui se passe en France. Donc, il y a une part d'incertitude aussi là, hein. On est sur des fourchettes. Donc là, on voulait vous parler de cette répartition. Là, on rezoome un petit peu plus sur la santé. Ce sont des chiffres qui émanent du Shift Project. Vous avez peut-être entendu parler de ce consortium d'experts qui réfléchit à l'empreinte carbone. Donc là, on est toujours très carbonocentré. On ne parle pas déchets, on ne parle pas autre chose. On est vraiment sur le carbone. Et ce diagramme, il représente, et il est très important pour nous, la répartition de ce carbone dans la santé. Donc, on peut voir que les deux colonnes bleues du milieu, donc on a mis 50% pour les achats. Donc ça représente les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc, pour toute la santé, dans les 8% qu'on représente, 50% de cette part-là, ce sont les médicaments et les dispositifs médicaux, sans grande surprise, mais quand même, donc beaucoup de carbone, beaucoup de chimie à la production, etc., beaucoup de transport, beaucoup d'emballage. Enfin, voilà, vous connaissez, vous les utilisez quotidiennement. Donc, vous voyez de quoi on parle. Donc, ça, c'est 50% de la part de l'empreinte carbone. Ensuite, on va trouver les déplacements, donc à la fois des patients et à la fois des professionnels, donc pour 13%. Ensuite, l'alimentation, donc pour la partie hospitalière, hébergement, bien sûr, qui va représenter 11% de l'empreinte. 11% pour les bâtiments, ce qui n'est pas énorme, mais là, on est toujours que au niveau du carbone, hein, donc on ne s'intéresse qu'à à ce chiffre-là. Et puis 5% pour les déchets, puisque encore une fois, on est sur le carbone, donc on ne prend pas en compte la somme de déchets que vous pouvez constater dans vos poubelles au quotidien. Elle n'est pas représentée là, en tout cas, elle n'est représentée que pour son empreinte carbone. Comment ça se répartit l'empreinte carbone au niveau de la santé, puisqu'on n'est pas tous émetteurs au même niveau. Donc les plus gros émetteurs, sans surprise, c'est quand même l'hôpital, forcément, hein, les centres hospitaliers, pour 38%. Vient en second la médecine de ville. Donc dans cette case, vous vous retrouvez, donc pour 23%. Ensuite, on a les établissements pour personnes âgées, donc les EHPAD pour 21%, et puis pour 17%, l'hébergement, le handicap et l'hébergement enfant, et puis pour 1%, nos instances de santé. On va parler maintenant de 2 bilans carbone, et en voici un premier. Il correspond à un cabinet en ville de 5 praticiens, et on peut remercier d'ailleurs le docteur Jean Barret qui a fait un travail très intéressant et un livre qu'on vous présentera tout à l'heure. Et donc voici le bilan carbone de son cabinet qui représente 192 tonnes de CO2 équivalent par an. Alors on peut voir que les transports patients, c'est 34% de l'empreinte carbone. Je le répète, ce cabinet est en ville. Ensuite, les prescriptions, on est à plus de 30%. Les achats de biens, 27%. Et puis ensuite, les achats de services en bleu à raison de 4%, sachant que le parc immobilier n'y est que pour 1,1% des émissions de CO2. Voyons maintenant un cabinet avec un praticien et 2 assistantes. Il a un total de 47 tonnes équivalent CO2. Pour rappel, c'est un cabinet de 50 mètres carrés chauffé au gaz naturel, 3300 rendez-vous par an, déplacement domicile-travail 20 km de distance et commande de matériel, 2 commandes par mois. Et bien là, on voit que les intrants en dentisterie, c'est-à-dire tout ce qui est dispositifs médicaux et médicaments, représentent près de la moitié, jusqu'à 45% comme ça de ce bilan gaz à effet de serre. Viennent ensuite les déplacements à raison de 26%, l'immobilisation 13%, les autres intrants à raison de 8%, l'énergie 5,6%. Et le fret, quant à lui, est 0,5 quand même. En fait, ça permet de rejoindre le rapport du Shift Project qui dit que les médicaments sont à peu près à 50% de l'empreinte carbone de nos cabinets. En fait, c'est moi qui fais toutes les questions, j'ai l'impression, hein. Donc, on va sortir un peu du carbone, on va passer sur un autre
un autre concept, un autre outil de la transition écologique qui s'appelle les 5 R, dont vous avez peut-être entendu parler, pardon, qui est utilisé dans d'autres sphères que la santé. Et l'idée des 5 R, c'est qu'il y a 5 verbes en fait qui permettent d'aller vers la transition écologique, qui permettent d'être moins impactants. Et donc, on vous propose de les chercher ensemble. Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ce petit moyen mémotechnique pour s'interroger en tout cas sur son mode de consommation. Et on vous attend dans le chat. Voilà. Je te laisse le chat. Ouais, j'ai le chat en Le visuel. chat. Ouais. Alors, on a recyclé. Mais oui, c'est le C'en quatrième. est un. C'est pas le premier, mais il est là. C'est le quatrième. Oh là là, et voilà. Oh, Perrier nous a cramé notre jeu. Alors, c'est ça, réduire. Ah, vous y êtes très réutiliser, refuser, réutiliser. Ouais, on est bien. Et en fait, il en manque juste. On a un seul. recyclé, réduire, remplacer, réutiliser, refuser. Réfléchir, il est bien aussi celui-là. Il n'est pas dedans, mais il pourrait. On les prend tous. Hein. Ouais. Il y en a un qui est plus difficile à trouver, c'est un peu un rébus à la fin. Il est en 3 mots, en 3 parties. Voilà, c'est parfait. Rendre à la terre. Ils les Absolument. ont tous. Vous êtes forts parce que c'est rare qu'on les ait tous. Refus de soins, point d'interrogation, il y avait. Eh Ça bien peut oui, aussi. le premier, je ne sais pas si vous l'avez dit, c'est effectivement Oui, refusé. il y, Vous l'avez dit. il y Bravo, était. bravo. Ouais, Eh bien, on a tout. Et on a en tout. fait, ces 5 R, ils sont vraiment très pratiques parce qu'ils sont basiques et qui peuvent nous permettre de s'améliorer très, très facilement. En fait, c'est vraiment à portée de main quand on les a en tête. Donc, le premier, refuser. Eh bien, on va refuser les produits polluants, refuser l'usage unique, par exemple l'emballage, ou, vous le disiez, le refus de soins. À vous de voir. Ensuite, réduire. Donc, on va réduire les produits chimiques, les déchets, comme par exemple les DM, les dasseries, l'énergie, l'eau, les quantités. On va réduire tout ce qu'on peut. Et puis, on va réutiliser au maximum. Réutiliser, ça veut dire de faire durer au maximum, particulièrement nos appareils. Et pour ça, on va faire appel à la réparation, la location, la seconde main, le reconditionner de préférence pour certains appareils. Le reconditionné, en fait, ce sont des appareils qui ont été revus, réparés, mis aux normes et qui sont moins chers et qui ont une garantie en plus. Et en plus, on le verra tout à l'heure, ça évite de redépenser des ressources pour un nouvel appareil, parce que ce sont des ressources qui l'ont déjà été, mais on en reparle tout à l'heure. Et puis la mutualisation, le prêt sont des moyens de réutiliser également. Vous voyez, recycler se retrouve en dernier lieu. C'est incontournable de recycler et de faire ça au mieux et de manière la plus précise. Mais comme on va faire ça en dernier lieu, eh bien, on aura moins de choses à recycler. Et le dernier, il est un petit peu à part, c'est rendre à la terre. Alors, rendre à la terre, ce n'est pas toujours évident pour votre matériel, mais on va faire ça pour le compostage des déchets alimentaires et des déchets verts, compostage ou d'autres systèmes qui peuvent être utilisés pour ceci. Passons au numérique, puisque au cabinet, il y a beaucoup de numérique qui est utilisé. Alors, on peut se poser la question, le numérique dématérialisé, vraiment? Eh bien, en fait, ce schéma, cette illustration de l'ADEME est tout à fait explicite pour montrer ce qu'est le numérique. Au premier plan, vous avez tout ce qui est ordinateur, box, vos appareils qui sont connectés et autres. Donc, c'est ce qu'on appelle les terminaux au premier plan. Ensuite, vous avez les tuyaux qui véhiculent les informations vers les boîtes. Et les boîtes, ce sont les data centers où sont calculées et stockées toutes les informations. Il faut savoir qu'une donnée web, ça parcourt en moyenne 15 000 km, même pour aller d'un bureau à un autre. C'est comme ça qu'est organisé l'Internet aujourd'hui. Et puis, on peut voir qu'il y a 34 milliards d'objets connectés. Il y avait en 2020,
Et on envisage qu'il y ait en 2025, on y est, c'est un chiffre dont on parle depuis 5 ans, 48 milliards donc d'objets connectés. Je vous propose une nouvelle question sur la répartition des gaz à effet de serre par type de matériel. À votre avis, concernant les réseaux, les terminaux et les data centers, dans quel ordre les classeriez-vous du plus gros émetteur de gaz à effet de serre au plus petit? Déjà, vous pouvez commencer par le plus gros, et sauf si vous avez envie de donner les trois. Et je te passe la parole, Annabelle, pour avoir l'œil sur le chat. Je l'ai. Ça réfléchit. On a une première réponse, deux réponses. Alors, On quelles a une sont-elles? première réponse qui nous dit réseau, terminaux, data center. Ok. On en a deux qui nous disent data center en premier. Ensuite, on a data center, réseau, terminaux. Data center, terminaux, réseau. Donc, ça oscille entre les deux réponses. Et de nouveau, data center, terminaux, réseau. Ok. Eh bien, merci pour vos réponses. Et en fait, cette répartition de gaz à effet de serre par typologie de matériel, vous le voyez au milieu, ce sont les terminaux qui sont le plus nombreux. En fait, c'est ce nombre, on a parlé de 34 milliards, voire 48 milliards d'objets connectés. C'est ce nombre qui fait qu'en termes de matériel, c'est le plus impactant. Ensuite viennent les réseaux, les tuyaux, et en troisième position, les data centers. Ça ne veut pas dire que les data centers ne polluent pas. Là, on parle de gaz à effet de serre par effet de masse, et en fait, la masse, elle est vraiment sur les terminaux, et donc, on va prendre soin des terminaux. Et pour ça, on va regarder l'impact global du cycle de vie d'un équipement numérique. En fait, vous voyez en rouge, c'est la fabrication de ces équipements. C'est 65 à 70% de cet impact global. Ensuite vient l'utilisation, 10 à 15%, et la fin de vie, 15 à 20%. Cet impact global, il a été calculé par le collectif Green IT, qui réfléchissent justement à réduire les impacts du numérique. Et l'impact, du moins l'enseignement qu'on peut tirer de tout cela, c'est de faire durer le matériel le plus longtemps possible. Et passer de 2 à 4 ans d'usage pour un ordinateur va améliorer de 50% son bilan environnemental. Et là, sur la photo, eh bien, vous avez mes parents dans les années 70 avec l'appareil familial que j'utilise toujours, notamment pour vous présenter cette conférence. C'est bien sûr pas vrai, vous l'aviez compris. Oh, mais il ne fallait pas le dire. Donc, on va passer à une notion qui s'appelle le sac à dos écologique d'un produit, qui est valable pour un ordinateur, et on va parler de l'ordinateur, mais qui est valable aussi pour votre fauteuil, pour tout objet numérique. Et donc, ce sac à dos écologique, il quantifie le poids des matières et matériaux nécessaires pour fabriquer un produit, un seul exemplaire. Et donc, ça va comprendre l'extraction des ressources, c'est-à-dire toute la terre qui est excavée pour fabriquer un ordinateur, de l'eau qui est présente à toutes les étapes de processus de fabrication. C'est le pétrole qui est utilisé pour les plastiques et pour le transport qui est comptabilisé. C'est le sable pour le verre, etc. Donc, vous me voyez venir. À votre avis, combien de kilos pèse le sac à dos écologique d'un ordinateur? Et je vous passe la main dans le chat. On vous fait travailler ce soir. Hein. C'est ce que j'allais dire. On parle en kilos, c'est donc en quelque sorte l'empreinte matière de l'ordinateur. Alors, Annabelle, au studio. Alors, ça arrive tout doucement. Alors, on a 10 kilos, on a 200 kilos. Allez, il nous faut un peu plus de réponses. On a 100 kilos. C'est donc, rappelez-vous, toute la matière excavée pour les métaux, les terres rares, par exemple. Un petit indice, Tristan vous disait tout à l'heure que ça prenait aussi en compte l'eau. C'est lourd, l'eau.
comme le pétrole qui est pris Le en compte. pétrole, c'est assez lourd. Bon, du coup, on leur a fait peur. Ah, on a un 1000 kilos. Eh bien, on s'en rapproche, puisqu'il faut environ 1 à 3 tonnes pour fabriquer un ordinateur. Donc, on a mis 2 éléphants, parce que ça dépend des éléphants doux, et ça dépend aussi de la taille de votre ordinateur. Grosso modo, c'est 1 à 3 tonnes pour fabriquer un ordinateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est dépensé que lors de l'achat neuf du produit. Donc, quand vous achetez du reconditionné, par exemple, vous n'allez pas redépenser le sac à dos écologique du produit. Maintenant, si on se rapproche pour voir de quoi il s'agit, eh bien, pour un ordinateur de 2 kg, ça va dépenser 1,5 tonne d'eau, 800 kg de matières premières, 244 kg de combustible fossile et 22 kg de produits chimiques. Du coup, on Donc, comprend mieux pourquoi l'empreinte carbone sur le numérique, elle est sur les terminaux et pas sur le reste, puisqu'effectivement, il faut beaucoup, beaucoup de matériaux pour produire ces outils du quotidien. et je te passe la main, Annabelle. Donc, on a remis un deuxième exemple sur un autre appareil qu'on a tous dans la poche, donc sur le téléphone portable. Donc, forcément, il est plus petit, il y a un peu moins de matériaux quand même. On est à 200 à 250 kilos de matière pour un smartphone, donc l'équivalent de 4 personnes quand même de nécessaires pour faire cet appareil. Et comme le disait Tristan, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, ça ne dépensait qu'une fois dans la création de l'appareil lorsqu'il est neuf et qu'on a quand même des solutions pour contourner ce problème de matières premières et de ces consommations qui sont énormes quand on connaît le nombre de portables achetés par jour. Alors, pour ça, on va faire durer le matériel. Alors, Tristan aime beaucoup sa housse en moumoute rose, donc on l'a laissé. Mais bon, on se doute bien que dans un cabinet dentaire, pour la désinfection, ça va pas être le mieux. Mais on l'aime bien. Donc, on va protéger, blague à part, son matériel. On va essayer voilà, de mettre des écrans de protection, des coques, des housses, enfin, de trouver vraiment les options pour protéger le matériel existant. On va le faire évoluer aussi. Parfois, on peut le faire sur les téléphones, sur les ordinateurs portables, peut-être sur vos matériaux plus spécifiques, c'est possible aussi. On va les faire réparer tant qu'on peut le faire. Et puis, quand on peut aussi acheter du matériel reconditionné. Et justement, quand on en arrive à son achat numérique, eh bien, d'abord, on va, comme on vient de le dire, favoriser le reconditionné, qui va être plus économique. Vous connaissez probablement Back Market pour tout ce qui est ordinateur et smartphone. Eh bien, on vous propose Smart. L'avantage de Smart, c'est c'est une société qui est en France, à Toulouse, qui ne reconditionne que du matériel français pour le marché français. Donc, il y a moins de transports comme ça qui peuvent parfois être importants, parce que parfois, ces petites bêtes-là prennent l'avion. Et puis, quand on va sur l'achat neuf, eh bien, on va se servir de l'indice de réparabilité, pardon. C'est un indice qui va de 0 à 10, qui va du rouge quand c'est peu réparable jusqu'à 10 quand c'est très réparable. Et ça, donc, on le trouve surtout pour aujourd'hui de l'électroménager, notre numérique. Et il va être progressivement remplacé en 2025 par l'indice de durabilité. En fait, c'est encore plus intéressant parce que ça prend en compte la durabilité globale de l'appareil et plus que l'indice de réparabilité. Ceci dit, on va avoir encore longtemps l'indice de réparabilité selon les produits, puisque pour l'instant, on a l'indice de durabilité, le nouveau, en 2025, depuis le début de l'année, sur les télévisions et lave-linge, et les smartphones qui arrivent en avril. Pour le reste, ce n'est pas encore précisé. Et puis, eh bien, sur le label, sur le numérique, vous avez des labels. On retrouve le Blue Angel qu'on a vu tout à l'heure, Energy Star qui propose des appareils économes en énergie, ou encore EPIT et TCO qui font des procédés de fabrication et de réparabilité améliorés, et puis 80 qui indique que bien 80% de l'énergie apportée à l'appareil est bel et bien fournie à l'appareil.
on en arrive à l'achat du matériel reconditionné et de seconde main du matériel dentaire cette fois-ci. Eh bien, en termes de reconditionné, on vous propose Henry Schein qui a une page comme ça où on peut faire une demande à travers un formulaire pour des autoclaves, des caméras d'empreinte, des fauteuils des panoramiques ou encore des radios en termes de reconditionné. Alors c'est un peu étrange parce qu'ils ne proposent pas les produits tels que, il faut le faire via un formulaire de demande. C'est leur fonctionnement et j'espère qu'il est efficace. Et puis en ce qui concerne le matériel d'occasion, eh bien vous avez occasiondentaire.com, vous avez ABC Dents Pro, ABC Dents Pro, c'est ça, pardon, et puis une page Facebook qui s'appelle Matériel Dentaire Outlet. Donc là-dessus, on va trouver de tout. Moi, je vous recommande néanmoins d'aller sur les appareils délicats vers le reconditionné pour les raisons qu'on a pu évoquer jusque-là, puisque l'occasion, on n'a pas du tout le passif là-dessus. Ça dépend après du type de matériel que vous souhaitez utiliser. Voyons l'achat Made in France et on peut voir qu'il y a beaucoup de marques qui font des choses en France. Elzodan fabrique des ciments, des gels dentaires, excusez-moi, ça vibre, des ciments, des gels et des composites en Île-de-France. RL Quetin fabrique des fauteuils dentaires en Île-de-France. Actéon est spécialisé dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux pour le secteur dentaire et médical à Bordeaux, Clermont et Marseille. Prodon Holliger est fabricant français d'instruments dentaires, miroirs, abrasifs, sondes, tout ça à Clermont-Ferrand. Exotech Dentaire est un fabricant de dispositifs médicaux dentaires à Dijon. Microméga est spécialisé dans les matériaux endodontiques à Besançon. Microminox fabrique des cassettes, des instruments et des consommables à Lyon. Et Stabil crée des tenons, forêts et injections à système de remplissage incorporé en Haute-Savoie. Pour finir, Biotech Dental centralise en Provence la production des dispositifs médicaux et des solutions numériques. Passons maintenant aux limites de l'usage unique. Et pour ça, sachez un chiffre qui est assez aberrant, c'est que 160 millions de pompes à salive, de bavoirs, de protection et de plateaux jetables sont jetés par les cabinets dentaires en France chaque année. Alors, commençons par le kit d'examen réutilisable versus jetable. En fait, tout ce qu'on peut se dire, c'est que tout ça, ça provoque des déchets considérables, une empreinte carbone majeure, et ce jetable est composé principalement de polyéthylène, le PET. Pour le fabriquer, il faut 1 kg de PET. Pour fabriquer 1 kg de PET, il faut 1,9 kg de pétrole et des centaines d'années pour qu'il se décompose dans la nature. Alors, venons-en déjà au kit d'examen dentaire réutilisable versus jetable. Et on a eu ces informations sur un document très intéressant de l'URPS Auvergne-Pays-de-Rhône-Alpes. Et on voit que si on va sur un kit d'examen dentaire réutilisable versus jetable, le jetable va provoquer 999 kg de CO2 et le réutilisable 310 kg de CO2. Donc là, on est à 3 fois moins à peu près. Et on a, au cours de nos accompagnements, vu ce type de plateau et ça nous a un petit peu affolés de voir effectivement ces plateaux jetables avec tout ce qui va dedans. En plastique assez rigide quand même. Oui. Alors, l'alternative des bioplastiques à base d'algues, de sous-produits agricoles, peut être une solution. Le plus répandu est le PLA, qui est fabriqué avec de l'amidon de maïs, de la betterave ou des pommes de terre. Et on le retrouve pour les gobelets, les pompes à salive, les brosses à dents, les sacs poubelles. Et on peut vous proposer, et là encore, c'est Omnium qui le propose, donc on vous le propose comme ça, Omnium Dentaire,
des plateaux en PLA, des gobelets en papier et des pompes à salive de la même manière qui sont faits avec ce système, sachant que le mieux étant le stérilisable, donc le réutilisable, comme vous voyez ici pour ces pompes à salive. Venons-en aux gants latex versus nitrile. Alors, on a ces chiffres sur le nitrile non stérile versus stérile en latex vs stérile sans latex. C'est un peu compliqué à comprendre, à savoir si le nitrile est stérile ou pas. En attendant, je pense que vous en utilisez parce que, contrairement au latex, le nitrile est hypoallergénique, ce qui peut faire une option plus sûre pour les personnes souffrant d'allergie. Et si on regarde l'état des lieux en termes de gaz à effet de serre entre le stérile latex, c'est 2603 kg de CO2 et en nitrile, 224 kg de CO2. Je ne vous ai pas précisé, on est sur des chiffres annuels dans cette série où il y aura plusieurs encarts de ce type. On est sur des chiffres annuels. Et le gant nitrile est fabriqué à partir du caoutchouc de nitrile, un polymère synthétique qui a des propriétés similaires au latex naturel. On peut rajouter des petites précisions qui sont en petites lignes ici, mais qui ne sont pas inintéressantes. 90% de l'impact sur la déplétion de la couche d'ozone, c'est un impact 9 fois moins important, pardon. C'est-à-dire que ça détruit 9 fois moins la couche d'ozone que le latex. Et 85% l'impact sur la santé humaine en termes de cancérologie, un impact 6 fois moins important. Et je te passe la main, normalement. Allons bon, que se passe-t-il? Hop. Ah, donc voilà. Donc, comme le disait Tristan, l'idée, c'est d'essayer de réduire au maximum l'usage unique quand c'est possible, bien que ce soit forcément pas toujours le cas. Mais en tout cas, d'essayer de tendre vers cette solution. On vous propose ici une photo qui montre un plan de travail un petit peu amélioré écologiquement parlant. Donc, l'idée d'utiliser des serviettes en tissu labellisées plutôt que du jetable, plutôt que du papier jetable. On vous a mis là deux logos de garantie par rapport au tissu d'origine éco-sourcée, donc GOTS et Ecotex. Donc, remplacer le papier jetable par du tissu labellisé. Remplacer éventuellement le plateau qu'on voyait tout à l'heure en plastique jetable par de l'inox, par du plastique dur qui serait lavable, ou par un champ type 7 en papier recyclé, comme on le voit sur la photo. Favoriser des canules et des pompes à salive stérilisables aussi. Et puis, ce qu'on a pu voir au cours d'un accompagnement, c'était la problématique des kits où parfois tout n'était pas utilisé, avec beaucoup de choses qui sont jetées finalement parce qu'elles ne correspondent pas aux besoins. Et la possibilité de créer, d'avoir des kits sur mesure, avec malheureusement un coût plus élevé pour les kits sur mesure que pour les kits standardisés. Mais peut-être que à force de monter en charge en kit personnalisé, on arriverait à avoir une réduction des coûts de ce côté-là. Mais en tout cas, essayer de réduire au maximum le matériel non utilisé, bien sûr, dans les sets, paraît être aussi une bonne option. Pour valoriser aussi le stérilisable par rapport au jetable, on a cette information entre une cassette de stérilisation en métal et des sachets de stérilisation qui sont beaucoup utilisés quand même en dentaire. Et donc, on voit que le match est très vite gagné quand même par les cassettes, puisqu'on a le jetable en sachet qui équivaut à 61 kg d'équivalent carbone et le réutilisable, la boîte métallique, donc on parle du contenant qui nous amène à un impact de 13 kilos. Donc, on est vraiment sur des grosses proportions de différence. Et aussi, là, on parle que du carbone, mais on a aussi beaucoup moins de déchets générés, bien sûr, en étant sur des cassettes métalliques plutôt que sur des sachets. Et une autre option pour éviter le jetable et les plateaux plastiques sont supprimés grâce au travail en cassette. Donc là, sur la photo, on ne voit pas très bien les inscriptions, mais donc l'idée, c'est le travail en cassette avec du matériel par soin
et du coup la limitation du matériel jetable tant que possible et des emballages sachets. Donc là, il y a plusieurs intitulés de soins sur les cassettes, mais voilà, on ne voit pas forcément très bien, mais vous connaissez ça sans doute mieux que nous. Le tissu aussi fait partie de l'équipement en cabinet dentaire. Là encore, le match est gagné par le lavable par rapport au jetable, même sur le tissu. Donc, on est sur à peu près la moitié de l'empreinte carbone pour du tissu par rapport à la version jetable, par exemple, pour les blouses. Donc, l'intérêt d'aller vers ce tissu va être assez pertinent. Par rapport à l'équipement aussi, on peut aller sur le calot en tissu plutôt qu'en jetable. Il y a des sociétés qui proposent du matériel en tissu certifié, donc champ opératoire, blouse et calot, donc Selecto pardon, et Soyin. Et puis des sociétés qui font même des calots français, le sans calotte et le calot français, donc qui proposent du matériel tissé pour le coup réutilisable. Et puis on a ce pauvre monsieur sous son champ bleu qui fait un peu peur, mais donc là on est sous du tissu à la place du champ jetable habituel. Et petite précision sur ces petites lignes en blouse, sur le match blouse jetable versus lavable, on est à 55% sur les impacts de toxicité humaine liés aux cancérogènes, impact 1,8 moins 5 important, et 65% la consommation de ressources fossiles, impact 2,6 fois moins important. Alors, on se doute bien que tout ça, c'est pas simple et qu'il ne faut pas vouloir non plus tout changer du premier coup. Le but est de faire les choses progressivement et de commencer d'un côté, d'essayer des choses. Très souvent, il est question de parfois faire marche arrière ou de changer à nouveau pour s'adapter ou pour être au mieux. On va parler du papier quelques instants et des éco-solutions, mais avant ça, il faut savoir que 25% des documents sont jetés 5 minutes après leur impression et 16% des impressions ne sont jamais lues. Donc, le but de tout ça, c'est d'imprimer le strict nécessaire, de trier au maximum. Il y a quelqu'un qui a un micro qui grésille, je crois que c'est Nelly. Trier au maximum, éviter les post-it. Et oui, les post-it, eh bien, c'est du papier. C'est du papier qui est teinté dans la masse. Chaque feuille étant collée une par une et ensuite collées les unes sur les autres. Donc, tout ça dans des blisters, tout ça dans des cartons, tout ça dans des camions. On peut très bien faire ça avec du papier de brouillon parfois, ou être ingénieux. Et si on utilise du papier de brouillon, on peut utiliser de la pâte à fixe. Oui, Nelly, si vous pouvez couper votre micro, parce que là on a une interférence assez forte. Peut-être que Et Vincent, moi, je ne peux pas le couper. Peut-être, Vincent, vous pouvez le couper vous directement. Moi, je n'ai pas la main. Alors, et par rapport à tout ça, on peut préférer le papier de brouillon et le réutiliser le plus possible en tant que papier de brouillon. J'aime bien cette affiche qui est émanante d'Ecofolio, l'éco-organisme, qui organise la collecte et le tri des vieux papiers. Dans une prochaine vie, nos vieux papiers seront peut-être des lettres d'amour. Nelly, est-ce que vous nous entendez? Allô, allô, Nelly? Non, Nelly ne nous entend pas. Je vais essayer de lui mettre un message, peut-être. Ok, merci. Donc, si on regarde la fabrication du papier, je vais essayer de parler fort pour que vous puissiez m'entendre. Quand on regarde la fabrication d'une tonne de papier neuf versus du papier recyclé, pour fabriquer une tonne de papier à gauche, c'est 4 tonnes de bois versus quasiment aucun arbre pour le recycler. 86 000 litres d'eau pour le papier neuf versus 44 000 pour le papier recyclé. 9 600 kWh d'énergie contre 6 400 pour le papier recyclé, ce qui a une empreinte carbone équivalent à 2540 kg, c'est-à-dire 2,5 tonnes de CO2 pour le papier neuf versus 1600
de CO2 pour le papier recyclé. Et si on ramène ça à une ramette, eh bien, une ramette, ça fait 2,5 kg. Donc, ça fait environ 10 kg de bois pour fabriquer une ramette, 215 litres d'eau, 24 kWh d'énergie et 6,25 kg de CO2 pour fabriquer une ramette. Donc, il y a des solutions structurelles. Et au passage, 400 millions, c'est le coût des impressions oubliées sur l'imprimante ou jetées sans être lues. Donc, quand on a un copieur, parce qu'on est un suffisamment gros cabinet, on centralise sur le copieur, on paramètre en recto verso noir et blanc. Alors, pour les ordonnances, ça peut être plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Utiliser un code d'accès pour pouvoir annuler les impressions envoyées par erreur, régler la mise en veille du copieur à 2 minutes, réutiliser le papier de brouillon, ce qui peut l'être, et ce qui n'a pas besoin d'être anonymisé, et recycler le papier. Alors, j'ai un gros écran qui s'est mis au milieu. Quand j'ai essayé d'interpeller Nelly, je n'arrive pas à l'enlever. Au secours. Ah, Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. enlève le chat peut-être. Ouais, mais je n'arrive pas à l'enlever en fait. Je me suis mis sur son profil. J'ai fait afficher le profil et je n'arrive pas à l'enlever. Attendez, j'essaye quelque chose là. Hop. Non plus. Bon, bah, je ne sais pas. J'ai ça en plein milieu. C'est pas très pratique, mais bon, on va faire avec. Donc Nous ne l'avons pas. Nous ne Hein l'avons pas. Vous le voyez pas. Bon, c'est déjà Non. ça. Donc, on voulait vous parler, pour continuer, de l'éco-conception des soins, qui est encore quelque part une autre manière d'aborder la transition écologique des pratiques. L'éco-conception des soins, c'est de réfléchir pour avoir à qualité égale un soin qui soit moins impactant, mais d'aussi bonne qualité qu'on l'aurait fait en temps normal, et d'essayer d'aller rechercher comment on pourrait le rendre le moins impactant possible. Qui est-ce qui peut faire de l'éco-conception des soins? Bah, un peu toute la chaîne de la santé, c'est-à-dire à la fois les industriels quand ils fabriquent des dispositifs médicaux, ils peuvent les éco-concevoir. Bon, ça, c'est pas toujours au rendez-vous. Mais aussi les professionnels de santé quand ils font des achats. Ils peuvent, eux, effectivement choisir, quand la proposition existe, d'aller vers quelque chose qui soit un peu plus éco-conçu qu'un produit plutôt qu'un autre. Et puis aussi les prescripteurs, au moment de la prescription, on le verra tout à l'heure, parfois il y a des choix possibles sur des impacts moindres entre deux médicaments, par exemple. Alors, comment on fait de l'éco-conception des soins? Bah, on va aller en fait interroger d'abord la pertinence du soin. Est-ce que vraiment ce soin est utile ou pas? Alors, ça peut paraître un peu comme ça fantasque, mais en fait, on peut aller réinterroger, en tout cas sur les bonnes pratiques, par exemple. Ce sont des choses qui sont faites fréquemment. Après, on va aller réinterroger pourquoi on utilise ce type de matériel et pas un autre type de matériel. Et effectivement, voir si on a le meilleur dispositif médical ou le meilleur traitement. On peut aller réfléchir au transport des patients. Est-ce qu'on a choisi la meilleure organisation pour réduire les transports des patients, par exemple? On peut interroger la fréquence des livraisons. Est-ce qu'on a allé le plus possible vers le réutilisable et la réduction du jetable? Réfléchir au circuit d'élimination, par exemple. Est-ce que quand on élimine notre matériel, bah, on est sûr qu'on a les bonnes consignes de tri, d'asserie, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de décomposer le soin et d'aller chercher finalement qu'est-ce qui est le plus économiquement écologique possible. Dans l'éco-conception des soins, il y a une part belle aussi à la communication. C'est-à-dire qu'on va emmener aussi à la fois les bénéficiaires des soins, donc les patients, mais aussi les collaborateurs, vers la démarche pour aussi qu'elle s'affiche de manière comme une valeur dans un cabinet, qu'on a envie de changer les pratiques et ça va aider aussi au changement. Et puis, on va aussi fêter les réussites. On a l'habitude avec Tristan d'inciter les équipes qu'on accompagne à fêter les réussites, à mesurer les impacts, à essayer de savoir bah, où est-ce qu'on a progressé.
Donc, on va essayer de chiffrer nos réussites, d'essayer de calculer un petit peu. On commence à avoir un peu d'empreinte carbone pour des dispositifs médicaux, par exemple, comme on a pu vous en montrer quelques-uns ce soir, d'essayer de quantifier finalement ce que nos changements ont pu apporter. Et puis, c'est un travail qui se fait souvent en équipe et il permet d'harmoniser les pratiques, parfois sur des façons de faire entre collègues. Et puis, c'est porteur de sens quand même pour les soignants aussi d'aller chercher finalement la meilleure option dans un soin. Est-ce que tu Euh, vois bien, malgré Pardon? ton écran? Est-ce que Ah tu non, vois non, bien j'ai toujours quelque chose en plein milieu. Ça va, ça ne s'est pas trop vu. Non, ça se voit pas du tout. Donc, on a choisi comme exemple d'éco-conception des soins le regroupement des soins. Vous vous rappelez, en début de conférence, on vous a parlé du bilan carbone d'un cabinet. Là, on a repris les chiffres. Ben, on voit que c'est 34% de déplacement pour les patients, en fait. Donc, c'est une part importante quand même de la part du transport. Et donc, le regroupement des soins, ça va permettre de réduire forcément déjà l'empreinte mobilité des patients, puisqu'on va le faire venir moins souvent. Et puis, comme on va le faire venir moins souvent sur des plages plus longues, bah, peut-être qu'on va pouvoir réduire a priori le besoin en matériel. On va pouvoir aussi réduire le nombre de passages de désinfectants sur le siège. On va pouvoir diminuer le matériel, optimiser le matériel qu'on va utiliser. Et par là même, bah, forcément, on va aller réduire notre impact carbone de notre soin, réduire aussi les coûts, puisqu'on va déployer moins de matériel. On va générer moins de déchets et moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est un exemple, le regroupement des soins, mais on peut travailler ça sur tout un tas de soins. On le fait en maison de santé, par exemple, sur la réalisation d'un vaccin ou comment on switch, par exemple, de propulseurs à gaz pour le traitement de l'asthme vers des propulseurs à poudre. Et tout ça, c'est d'essayer de reprendre vraiment sur les pratiques professionnelles par le prisme de la transition écologique. Puisque les propulseurs à gaz sont à très fort effet de serre. Mm. Il y a une étude qui estime qu'ils représentent 3% de l'empreinte carbone santé. 4 millions d'asthmatiques en France, ça commence à faire du monde. Eh bien, on continue de parler de gaz à effet de serre, ou presque, en tout cas via les trajets. Et à votre avis, les trajets en voiture de moins de 3 km, quel est le pourcentage de ces trajets de moins de 3 km en France? Un pourcentage qu'on vous demande cette fois-ci. Alors, on a 35%. 30%. Un tiers. 60, 70, 65. Parfait. Eh bien, il s'agit de 40%. 40% des trajets font moins de 3 km. Donc, ça nous montre qu'on a une marge de progression importante pour aller vers des transports moins carbonés. Et justement, nous allons voir un trajet de 10 km en voiture versus en bus et versus en vélo à assistance électrique. Si on fait 10 km en voiture, on va dépenser 2,18 kg de CO2 équivalent. Au passage, c'est davantage que pour faire un Paris-Marseille en TGV. En bus, eh bien, on va descendre à 0,29 kg de CO2. Et en vélo à assistance électrique, on va descendre à 0,11 kg de CO2 équivalent. Ça nous montre donc qu'on a une marge de progression importante. Et si on le fait en vélo tout court, eh bien, il n'y aura pas de gaz à effet de serre, du moins émis par le vélo, parce que en fait, dans ces calculs sont inclus la fabrication des véhicules. Est-ce que tu vois bien ton écran, Là, j'avoue que Annabelle? je vois pas, je vois pas grand-chose. Je veux bien que tu prennes la main, Tristan, parce que c'est vraiment le D'accord. milieu. Alors, on vous présente d'antibiotiques, qui est une aide à la prescription. En fait, cette plateforme est conçue par des chirurgiens dentistes, les docteurs Perrin et Manuel, pour des chirurgiens dentistes et spécialistes des infections bucco-dentaires. Le but de tout ça, c'est toute l'antibiothérapie pour les recommandations de prescription, le calcul de la posologie enfant, la prise en charge de foyers infectieux bucco-dentaires,
la grossesse et l'allaitement, pardon, les insuffisances rénales et hépatiques, etc. Donc la plateforme se présente de cette manière-là. Et en plus, elle donne accès à deux sites, deux plateformes. L'une pour évaluer vos connaissances d'antibiothérapie en odontologie avec d'antibiotest, et une autre, un outil d'aide à la prise en charge des traumatismes dentaires avec Dentromatique. Annabelle, J'essaye de m'en sortir là, mais c'est compliqué. sinon je peux le faire. Ouais, vas-y, parce que je suis vraiment. Bah, après, le PBT, je peux le faire comme ça, mais non, vas-y, fais-le. J'essaie de remettre mon écran. Alors, ça y est, j'ai récupéré une partie, mais bon. Donc, on voulait vous parler aussi de l'indice PBT. Donc, c'est un indice qui est utilisé, qui a été créé par les pays nordiques, qui est assez ancien maintenant, des Suédois, et qui est assez peu connu en France. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui classe tous les médicaments par molécule, en fait, selon trois critères. Leur persistance dans l'environnement, donc les molécules qui résistent au niveau de l'environnement, la bioaccumulation dans le corps humain, donc avec ses impacts, et la toxicité donc de la substance elle-même, ses effets néfastes sur la santé. Donc ça donne une note en fait à tous les médicaments qui sont donc plus ou moins impactants écologiquement parlant. Et donc parfois, en termes de prescription, on peut avoir le choix entre deux et pouvoir favoriser un médicament plutôt qu'un autre. Et donc, il y a trois scores pour le P, le B et le T, et le PBT qui fait une moyenne. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette présentation. Nous vous recommandons la lecture du guide du cabinet dentaire éco-responsable qui a été écrite par Jean Barret, qui est très, très instructif et très concret, et Transition écologique au cabinet dentaire, qui a été fait par l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a bien servi notamment sur les impacts carbone des différents produits qu'on vous a proposés. Eh bien, on vous propose un temps d'échange. N'hésitez pas si vous avez des retours d'expérience à nous proposer. Si vous avez des questions, on tâchera d'y répondre, sachant qu'on n'est pas non plus des spécialistes de la chirurgie dentaire, mais à vous la parole. Il y avait des questions, je crois, dans le chat. Vincent, vous avez peut-être relevé ça pour nous. Ouais, tout à fait. Bon, on peut commencer avec celle-ci. Il y avait deux questions sur l'impact des cycles des lessives pour les tissus. Et la deuxième question était aussi en lien, puisqu'on reste sur cette thématique-là. Il y a Lisa qui demandait où on pouvait laver les serviettes, car elle ne se voyait pas donner ça à la laverie avec le sang des patients, par exemple. Et elle s'interrogeait sur la responsabilité du cabinet par rapport à ça. Vaste question, effectivement. Tu veux prendre Tristan ou je prends bah, déjà Vas-y. par rapport au fait de laver des tissus en cabinet dentaire, je pense il est indispensable pour réussir à le faire d'avoir le matériel sur place parce que ça demande autrement une logistique quand même vraiment très importante. Et les cabinets qu'on a pu côtoyer avaient ces dispositifs-là sur place, c'est-à-dire machine à laver, sèche-linge, etc. Pour pouvoir gérer eux-mêmes finalement la lessive sur site avec les assistantes. Après, je ne sais pas si la personne qui posait la question pensait à des services de laverie externalisés, peut-être c'était ça le sens de la question. Alors après, il y a du lavage professionnel, hein, comme C'est ça? Elis, qui font du lavage de linge médical notamment. Donc, c'est une option possible. Possible aussi, et je pense que le fait qu'il y ait du sang sur les tissus ne pose pas forcément de problème, puisque c'est le cas en hospitalier, et c'est quelque chose qui est géré, qui est géré. Après, sur le cycle de vie des lessives, tout dépend de quelle lessive on parle, parce que des lessives, il y en a par contre pour le coup plein des labellisés, donc là, effectivement, l'intérêt, c'est d'aller choisir quelque chose qui soit soutenable et labellisé avec des labels intéressants pour faire son choix de lessive et que le calcul de bénéfice il soit réel par rapport au jetable.
Alors, vous Alors, pouvez rallumer vos micros, hein, parce qu'on peut là peut-être échanger peut-être plus en direct, ça va peut-être être plus il y a facile. eu deux remarques dans le chat et il y a une Oui, réponse tout de suite d'Amélie qui précise plus en termes d'impact du nombre de lessives réalisées en termes de consommation d'eau et d'électricité. mm. Bah, l'impact, justement, c'est tout l'intérêt de ces chiffres, c'est qu'il a été calculé et que, on est toujours meilleur sur le réutilisable que sur le jetable. De la même manière que le stérilisable par rapport au jetable, on va consommer pour les matériels de l'électricité, on va nettoyer les instruments, etc. Malgré tout, on est toujours meilleur sur le cycle de vie que sur le jetable. Et le textile prend énormément, et le papier aussi, on l'a vu, le textile prend énormément d'eau pour sa fabrication. Donc, aller laver du textile, c'est bien plus intéressant que d'avoir de l'usage unique de ce point de vue-là. Ou de laver, enfin, en tout cas, le lavage n'est pas un problème. Loin de là. Après, ça pose le problème du temps et de l'énergie à passer, mais Et de l'organisation, absolument. ouais. Et on le répète, tout ça ne peut pas se faire Mm. du jour au lendemain. Et le plus simple, c'est souvent de prendre un sujet qui vous intéresse et de l'essayer. Alors, j'ai vu passer une question sur le recyclage des gaines de stérilisation. C'est vrai que c'est malheureusement, a priori, pas très recyclable comme matériau. Et c'est des gros volumes quand même dans vos activités. C'est pour ça que l'emballage métal semble plus intéressant dans tous les cas. Et sur l'impact des lessives, juste je reviens sur la thématique Oui. d'avant. Il y a une observation dans le chat. Il y a beaucoup d'études très accessibles faites sur les couches lavables. L'impact est non négligeable, mais quand même intéressant. Voilà. Et on avait, Oui, on n'est pas à la neutralité, on est d'accord, hein. Mm. il y a eu plusieurs remarques et questions du docteur Labour, notamment concernant le gobelet en carton qui contiendrait finalement un fin film plastique. Mm. Absolument, Mm. absolument. Pour être étanche. Dans un gobelet, il y a également du plastique. Donc là aussi, mais je crois que vous en utilisez de moins en moins. Euh, mais voilà. Après, ce qu'il faut voir, c'est l'impact après. Alors, très certainement, ils ne seront pas compostés, d'autant plus qu'ils ont effectivement un film infime, mais un film plastique quand même. Néanmoins, détruire un gobelet en carton demande beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins polluant que de détruire un gobelet en plastique. Ok, et je pense que le sens de votre question, Monsieur Labour, c'était en lien avec le gobelet. Par ailleurs, il pèse plus lourd et donc plus de coûts de transport. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'était en lien avec le film plastique sur le gobelet carton. Oui, ben forcément, oui, il y a des choses comme ça. On nous a interdit d'utiliser, je parle dans la vie courante, des sacs en plastique, et heureusement, parce que justement, ils sont très compliqués à s'en débarrasser, et ça a été remplacé par des sacs en papier souvent, qui sont plus lourds, qui sont même parfois plus compliqués à détruire, mais qui sont beaucoup moins énergétiques, enfin, pardon, qui provoquent beaucoup moins de pollution au moment de la destruction. Mm. On a des chiffres là, effectivement. Un carton de 500 gobelets carton pèse autant que 3000 en plastique. Mais effectivement, au-delà du poids, alors il y a plein de choses à prendre en compte, mais au-delà du poids, effectivement, le cycle de vie du plastique n'est quand même pas le même que le carton, malgré tout. Euh, Toujours le docteur Labour qui s'interrogeait sur la capsule d'anesthésie qui contient du verre avec un scellement euh, de bague en métal et une rondelle en plastique. Donc plutôt d'acerie ou plutôt verre. Alors, le verre médical, aujourd'hui, il n'est pas collecté, hein. Le verre qu'on peut mettre en verre, vraiment, c'est le verre vide, avec rien du tout. Donc là, j'imagine que dans la capsule anesthésie, il reste rien. Enfin, c'est comme une ampoule, comme un vaccin. Quand il est terminé, sauf Prenez qu'il la est parole, bagué. hein. Pardon, je croyais que tu avais fini. Prenez la parole, ce sera Oui, vous pouvez plus allumer, hein, simple là, pour un on échange. peut échanger. J'imagine que cette ampoule, elle est vide quand vous la jetez, en tout cas en grande partie, mais qu'elle est baguée, c'est ça votre interrogation?
Oui, exactement. L'ampoule est vide et il y a la petite bague. Voilà. Ouais. Même si elle n'est pas collectée, effectivement, à côté de mon cabinet, j'ai un conteneur des verres. Donc je me dis, si ça se trouve, si je les regroupe toutes, est-ce que je peux les mettre au conteneur de verre? Que du coup, dans le conteneur, les verres sont pilés, qu'on cassé. Les bagues en métal, que ce soit de ma carpule anesthésique ou par exemple d'une bouteille de vin, j'imagine qu'elles sont triées après. Après, c'est a priori, je dirais, enfin, nous, de principe, c'est vrai que le verre médical, il est peu recyclé. On l'a vu dans des CH quand on a accompagné où le verre, il y avait des filières verres médicaux vraiment qui étaient vraiment traités à part. Après, pour les vaccins, par exemple, qu'on travaille plus souvent, c'est des produits qu'on met plutôt aux ordures ménagères pour voilà, pas être dans quelque chose au cas où il reste des produits dans le verre. Mais on peut aussi interroger les labos, ça nous arrive de le faire. En principe, bon, ils sont très précautionneux, donc ils sortent beaucoup de parapluies. On a rarement des réponses qui nous arrangent. Mais parfois, ça vaut le coup sur des capsules anesthésiques. J'imagine que vous en consommez énormément. C'est un sujet qu'on n'a pas encore exploré, mais qui pourrait être intéressant d'aller creuser, effectivement. Et par ailleurs, je reviens sur les gobelets. Vous seriez choqué, vous, de vous rincer la bouche chez le dentiste avec un verre soit en plastique durable, donc lavé au cabinet dans un lave-vaisselle, ou un verre en verre? Alors moi, comme patiente, pas du tout, hein. Moi non Moi non plus. plus. Non, Et moi, je suis un convaincu. pas du tout. Bon, après, c'est la gestion du nettoyage quand même, hein. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. C'est souvent ça qui pose question, c'est le temps passé, le temps nécessaire en plus quand on veut éliminer quelque chose. Et comme le disait Tristan, ce qu'on travaille beaucoup dans l'accompagnement, c'est de prioriser des thématiques et d'essayer d'aller réfléchir sur des choses, sur une thématique. Il y a toujours plein de choses à mettre en place et on essaye d'aller d'explorer toutes les actions, mais de les prioriser et d'essayer d'avancer pas à pas et d'être vraiment sûr d'être sur la bonne voie avant d'en avancer une autre, etc. Et le changement comme ça des pratiques fines, il est délicat, mais il est intéressant à travailler et il peut faire de grosses avancées quand même dans les pratiques quotidiennes. Très bien, bah, je vous remercie. Juste Jean-Vincent pour rebondir, parce que ça a déjà été abordé en fait il y a quelque temps ces histoires de gobelets. Il faudra les passer dans des thermolaveurs en fait et par rapport à notre usage en fait. Donc ce qui est quand même assez compliqué Ah et les ouais. thermolaveurs là on passe quand même à 95 watts. Donc le rapport bénéfice il n'est pas si marqué que ça pour Ah ouais, la moi, je question pensais du gobelet. simplement à un lave-vaisselle, hein, puisque souvent là dans le Euh, cabinet. Mm. Oui, mais par contre, là, on va avoir quand même du sang ou de la salive qui peut quand même être porté à la bouche. Donc, comme on est en cabinet, on est Ouais. plutôt effectivement sur un thermolaveur qu'on peut utiliser sur nos autres matériaux. Dans les hôpitaux, ils sont revenus pas mal au verre en verre et je pense qu'il est là, vous lave-vaisselle, hein. Oui, mais là, on est Après, dans l'usage quand même qui est vraiment lors de la chirurgie. On n'est pas sur le Ouais, quotidien de la restauration. Ah, moi, je ouais, parle du rinçage en fin de soin, hein. Enfin, ouais. bon, après, je fais pas, je pose pas d'implant et j'ai pas de bloc opératoire, mais Mais il y a sûrement des choses à imaginer pour ce déchet-là, en tout cas. Ouais. ok, bah, je vous remercie. J'ai vu une main levée tout à l'heure qui n'est plus levée. Donc je Oui, pense que c'était moi, Vincent, ouais. docteur Abraham, enfin Judith Abraham. Moi, pour les calculs anesthésiques, en fait, c'est Dasri. Normalement, c'est Dasri et faut les mettre dans un contenant euh, et ensuite les mettre en Dasri pour protéger en cas de coupure par rapport au. Enfin voilà, pour moi, je ne sais pas où j'ai pris cette info, mais c'était sûr que c'était Dasri et c'était voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, oui, je pense, c'est Dasri, mais je m'étais dit plutôt que les Dasri, parce que si après tout j'ai un Tupperware que je garde au cabinet et que je vais déposer à mon conteneur de verre qui est devant mon cabinet, ouais. ça pourrait être recyclé de meilleure manière que le Dasri qui, de toute façon, va être incinéré complètement. Mm. Sûr. Mm.
Sur les Absolument. DASRI, on est dans l'attente des nouvelles recommandations HAS là, depuis fin 2024. Elles devaient sortir, hein, elles devaient être plus restrictives. On les attend, nous, avec impatience. Mais pour l'instant, elles sont toujours pas sorties et on est quand même déjà au premier trimestre 2025 parce que c'est un sujet délicat et que voilà, on a envie de réduire les consignes, enfin de réduire le nombre de DASRI. Et à la fois, bah, il y a tout, voilà, on veut être sûr qu'on ne fait pas de bêtises. Donc, c'est des sujets qui sont assez complexes et dans vos professions, sans doute encore plus que dans d'autres professions médicales. Alors, Est-ce normal qu'aucun produit acheté sur Mégadental, par exemple, ne comporte aucun signe de recyclage? Quel type de produit, par exemple, sur ce site? Vous voulez parler de quel type de produit? De recyclage, vous dites, c'est ça? Ouais, sur le site, mais je ne sais pas de quel type de produit vous parlez. Si vous pouvez ouvrir votre micro parce qu'on ne vous entend pas. C'est Louise qui nous dit, est-ce normal qu'aucun produit acheté sur Mégadental, par exemple, ne comporte de signes de recyclage? Tous, lingettes, Guta. Bah, c'est que soit ils ne sont pas issus du recyclage, soit ils ne sont pas recyclables. Mais quel type de produit c'est, je n'ai pas compris. Tous les produits. En fait, il y a sur la recyclabilité des produits, quand c'est le cas, il y a un petit logo recyclage de l'anneau de Moebius, comme ça, avec les Mm. trois flèches qui tournent, et qui indique la recyclabilité de ce type de produit, et notamment sur les plastiques. En général, c'est fondu dans la masse du produit. Et on imagine que si c'est du matériel plastique, du fait qu'il soit médical, il est considéré non recyclable. C'est fort possible. Je ne serais qu'à moitié étonnée. Est-ce que vous voulez nous partager une expérience ou quelque chose comme ça? il y avait deux expériences, notamment Romina, qui précise qu'elle pense, qu'elle dit, au niveau des gobelets, je pense m'en passer via des robinets type fontaine à eau. Mm. Voilà. Et pour rebondir sur la question du docteur Labour, est-ce que ça vous choquerait d'utiliser des verres normaux, je Des verres crois. normaux. Là. Mm. Il y a Charlotte qui précise que certains patients utilisent de plus en plus leur gourde et ça ne les gêne pas du tout. Oui, aussi. Mm. C'est intéressant de voir comme parfois la sphère personnelle des patients vient rajouter une proposition comme ça qu'on n'a pas forcément imaginée Imaginez. jusque-là. C'est ce qu'on travaille notamment sur les draps d'examen avec le fait que les patients apportent des serviettes. On voit que d'année en année, plus d'années passent et plus finalement tout ça, ça se démocratise quand même vraiment et qu'on arrive à avancer sur ces sujets-là alors que c'était quand même vraiment encore improbable il y a quelques années. Avec à la maison de santé Bord-de-Loire, tu peux dire le gain qui a été fait parce qu'il est assez colossal. Ah oui, on avait calculé sur un cabinet médical, ils utilisaient 14 km de draps d'examen par an à 4 médecins. Donc, on avait mesuré de combien de villages en village on allait avec les draps d'examen. Et en une année, en faisant juste un usage, ils n'avaient pas enlevé, hein, ils faisaient juste un usage plus raisonné, ils ont divisé par deux. Ils sont passés à 7 km. Et j'ai bon espoir que l'année prochaine, on soit tombé à 2-3 parce que là, on est vraiment dans la réduction drastique et les patients s'y mettent, mais il faut beaucoup communiquer, quoi. Mais il faut les prendre comme alliés, c'est ce qu'on disait dans l'éco-conception, de ne pas hésiter à communiquer sur les volontés, les valeurs du cabinet pour emmener les patients dans l'aventure aussi. Peut-être, Vincent, on peut profiter des dernières minutes pour parler des éventuels projets si des personnes sont intéressées pour aller plus loin. On s'était dit peut-être qu'on parlerait un petit peu de ça à la fin. Tout à fait, oui, s'il y avait des volontés ou des intérêts en tous les cas à vouloir lancer des dynamiques locales à plusieurs cabinets, l'URPS est complètement ouvert à la discussion pour vous accompagner dans cette démarche-là.
Voilà, tout reste évidemment à imaginer. Comme le disait le docteur Brachet en introduction, c'était une première pour nous de se lancer et sur ce format de webinaire et sur cette thématique. Donc l'idée, c'est pas d'en rester là non plus, mais de construire un plan d'action, voilà, avec des volontés en région. Merci, on espère qu'on vous a donné envie en tout cas. Très bien. Ben, je suis resté jusqu'à la fin, ce qui prouve quand même que ça m'intéressait et beaucoup. Et effectivement, comme vient de le dire Vincent, pour nous, c'est la porte ouverte vers d'autres aventures. Euh, et ce sujet est vraiment très, très large. Il couvre toute notre activité, en fait. On a de quoi faire. On est 1800 sur la région. On était 25 ce soir. On est content d'être 25. Mais il faudrait qu'on soit plus nombreux. Et donc, ça vaut la peine qu'on refasse ce type de soirée, je pense. Je voyais Voilà, dans on le n'a plus chat qu'à quelqu'un qui... remercier. Pardon. Non, non, allez-y, je vous en prie. Je voyais dans le chat quelqu'un qui disait que le sujet, que c'était chouette, mais que le sujet était quand même très anxiogène. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Avec Tristan, quand on accompagne des équipes, effectivement, on a souvent ce retour de dire bah, on a envie d'y aller, on a envie de faire plein de trucs. Et à la fois, on est un peu les chiffres qu'on donne, les champs qu'on explore, effectivement, c'est anxiogène. Pour nous aussi, c'est un sujet anxiogène. Et la meilleure solution qu'on ait trouvée pour lutter contre cette anxiété, c'est d'agir en fait et d'être dans l'action et ça marche plutôt assez bien. Tout à fait. Et j'avais envie d'ajouter, mais tout le long un peu de de votre exposé, avec des cheveux blancs, on se rend compte quand même que les choses qu'on a apprises et qu'on a crues pendant des années et qu'on a mises en œuvre pendant des années, ben maintenant, on pense le contraire et c'est pas si facile que ça de changer ses croyances, entre guillemets. Voilà. Et ben voilà, on n'a plus qu'à vous remercier beaucoup, remercier l'équipe de Déclic écologique et vous remercier Annabelle et Tristan, et puis donner rendez-vous à nos petits camarades une prochaine fois sur ce type de format qui me paraît intéressant.